Un palais englouti par la jungle. Un aéroport privé construit pour accueillir le Concorde. Un hôpital universitaire réhabilité avec de l'argent dont personne ne connaît l'origine exacte. La République démocratique du Congo a produit, sous chacun de ses présidents, des bâtiments qui racontent une histoire que les discours officiels n'ont jamais osé formuler clairement. Ce n'est pas une liste de monuments, c'est qu'une radiographie. Chaque bâtiment dans ce classement a été sélectionné sur la base d'un critère unique, le coût documenté ou estimé par des sources institutionnelles croisé avec son impact sur l'espace public et politique congolais. Des archives coloniales aux contrats sino-congolais, des registres fonciers aux rapports parlementaires, les murs parlent. 60 ans de construction présidentielle, 5 régimes, des milliards engagés et une question qui traverse tout, qui a vraiment payé? On commence par le rang 10. Rang 10, hôpital du cinquantenaire, ère Joseph Kabila 2010. L'hôpital du cinquantenaire n'était pas un projet neuf. C'était une ruine réhabilitée et c'est précisément ce détail qui révèle quelque chose d'essentiel sur la méthode Kabila. Inauguré en 2010 pour marquer les 50 ans de l'indépendance congolaise, le complexe hospitalier de Kinshasa a absorbé, selon les données budgétaires disponibles et les rapports de la coopération internationale, plusieurs dizaines de millions de dollars de financement mixte, fonds publics congolais et contributions extérieures non intégralement divulguées. Le bâtiment livré était réel, bloc opératoire fonctionnel, équipement d'imagerie médicale, capacité d'accueil supérieure à tout ce que Kinshasa avait connu depuis des décennies. Mais les coûts de maintenance post-inauguration, documentés par des rapports d'ONG actives sur le terrain, ont rapidement révélé l'écart entre inauguration politique et infrastructure durable. Comparé au stade des Martyrs, construit 2 décennies plus tôt avec un financement chinois structuré, l'hôpital du cinquantenaire illustre une logique différente. Le bâtiment comme symbole d'anniversaire, pas comme investissement de long terme. Un seul chiffre résume l'ambiguïté de ce projet. À ce jour, aucun rapport parlementaire congolais publiquement accessible ne détaille l'intégralité de son coût final. Ce qui n'est pas documenté en dit autant que ce qu'il est. Au rang 9, un bâtiment dont le coût a été financé par un pays étranger et dont la RDC ne possède peut-être pas entièrement les clés. Rang 9, Stade des Martyrs, ère Mobutu, inauguré 1994. 80 000 places, une enceinte de béton et d'acier qui domine le paysage de Kinshasa depuis plus de 30 ans. Le Stade des Martyrs, anciennement Stade Kamagnola, est l'un des rares grands chantiers du règne de Mobutu dont le financement est partiellement traçable. Construit avec une aide significative de la République populaire de Chine dans le cadre d'un accord bilatéral documenté entre Pékin et Kinshasa. Ce qui rend cette infrastructure remarquable dans ce classement, ce n'est pas seulement sa taille, c'est ce qu'elle révèle sur la diplomatie architecturale de Mobutu. À une époque où le régime cherchait à diversifier ses alliances face à la pression occidentale croissante, le stade est devenu un instrument de politique étrangère habillé en cadeau sportif. Selon les données disponibles sur les projets d'infrastructures africains sinois présidents, le coût global de construction dépassait les estimations initiales rendues publiques, un schéma, comme on le verra plus loin dans ce classement, qui deviendra une constante de l'histoire des grands chantiers congolais. Le Stade des Martyrs reste aujourd'hui en activité. C'est une exception dans ce classement. Ce qui arrive au rang 8 n'a pas eu cette chance, et son histoire est considérablement plus trouble. Rang 8. Pont Maréchal, pont de Matadi, ère Mobutu 1983. 522 mètres, une portée centrale de 520 mètres suspendue au-dessus du fleuve Congo à Matadi. Le seul pont reliant les 2 rives du fleuve sur tout le territoire national pendant des décennies. Le pont Maréchal, officiellement inauguré en 1983, est l'un des rares chantiers de l'ère Mobutu dont le financement est clairement attribuable, construit avec un prêt japonais dans le cadre d'une coopération technique entre le Zaïre et le Japon, documentée par les archives de l'Agence japonaise de coopération internationale. Le coût de construction, estimé à l'époque à plusieurs centaines de millions de dollars en valeur actuelle, en fait l'un des projets d'infrastructure les plus onéreux du règne et l'un des rares à avoir livré une utilité publique mesurable et durable. Ce pont raconte une chose que peu de classements sur Mobutu osent formuler. Au milieu du pillage systématique des ressources nationales, certains investissements infrastructuraux réels ont eu lieu, pas par altruisme, mais parce que les routes du commerce extérieur passaient par Matadi et que Mobutu avait besoin de ces routes pour financer le reste.
Comparé à l'hôpital du cinquantenaire, financé 30 ans plus tard dans une logique similaire de coopération externe, le pont de Matadi est l'infrastructure qui a le mieux survécu à son commanditaire. Ce qui vient au rang 7 n'a pas survécu du tout, et c'est précisément pour ça qu'il figure dans ce classement. Rang 7, Palais de Guadolite, complexe résidentiel secondaire, ère Mobutu, année 1980. Avant d'atteindre le complexe principal de Guadolite, qui occupera une place bien plus haute dans ce classement, il faut comprendre que Mobutu n'a pas construit un palais, il en a construit plusieurs. Le complexe résidentiel secondaire de Guadolite, distinct du palais principal, comprenait des villas de réception, des logements pour la garde présidentielle, des entrepôts acclimatisés et des installations techniques dont le coût combiné, selon des estimations relayées par des chercheurs spécialisés en histoire politique congolaise, atteignait des dizaines de millions de dollars en valeur de l'époque. Ce qui distingue cette entrée dans ce classement, c'est sa logique de construction. Ces bâtiments n'étaient pas des symboles, ils étaient fonctionnels, destinés à soutenir l'écosystème du palais principal comme une ville satellite au service d'un seul homme. Les matériaux, selon des témoignages documentés et des reportages d'archives, étaient en grande partie importés d'Europe. Marbre, boiserie, équipements sanitaires. Rien ne venait du Zaïre. Cette réalité place ces constructions dans une catégorie à part. Des devises étrangères extraites d'un État appauvri, transformées en béton pour usage strictement privé. Rang numéro 6. Tour de l'échangeur de Limete. Ère Mobutu, année 1970. 210 mètres. Pendant plusieurs décennies, la tour de l'échangeur de Limete a été la structure la plus haute de la République démocratique du Congo et l'un des symboles les plus visibles de ce que Mobutu appelait l'authenticité zaïroise. Construite dans les années 1970, au moment où les recettes du cuivre et du cobalt alimentaient encore les caisses de l'État, cette tour en béton armé représente l'apogée de l'ambition urbaine du régime. Son coût de construction, selon les archives disponibles sur les grands travaux publics zaïrois de cette période, s'inscrivait dans un programme plus large de modernisation de Kinshasa financé par les revenus miniers, avant que la chute des cours des matières premières ne vide progressivement les caisses. Ce qui rend cette entrée analytiquement significative. La tour de Limete a été construite avec de l'argent réel, à un moment où le Zaïre en avait encore. Elle n'est pas le produit de la dette ou de l'aide étrangère, elle est le produit d'une fenêtre de prospérité qui s'est refermée rapidement. Comparée au pont de Matadi, financé par le Japon une décennie plus tard, quand les ressources propres s'étaient taries, la tour de Limete raconte le moment précis où le Zaïre aurait pu choisir une autre trajectoire. Au rang numéro 5, un bâtiment dont le coût symbolique dépasse largement le coût architectural et dont l'histoire commence avant l'indépendance. Rang numéro 5, Palais de la Nation, construction coloniale 1956, aménagement continu. Le Palais de la Nation n'a pas été construit par un président congolais, il a été construit par la Belgique coloniale, achevé en 1956, 4 ans avant l'indépendance. Ce détail, loin d'être anecdotique, est le cœur de ce que cette entrée révèle. Depuis 60 ans, chaque président congolais a occupé, rénové, sécurisé et transformé un bâtiment qu'il n'a pas payé, et dont les coûts cumulés d'aménagement, de sécurisation et de rénovation sous 5 régimes successifs représentent, selon des estimations prudentes basées sur les budgets présidentiels accessibles, plusieurs centaines de millions de dollars au total. Kasavubu y a établi le pouvoir souverain congolais. Mobutu l'a transformé en instrument de représentation internationale. Laurent Désiré Kabila y est mort. Joseph Kabila l'a sécurisé comme une forteresse. Tshisekedi y gouverne aujourd'hui. Aucun autre bâtiment dans ce classement n'a traversé autant de régimes. Aucun autre n'a coûté autant, de manière distribuée, invisible, jamais audité dans sa globalité. Le Palais de la Nation est le bâtiment le plus cher de l'histoire congolaise dont personne ne connaît le coût total. Ce n'est pas une omission, c'est une politique. Rang numéro 4, barrage d'Inga 2, ère Mobutu, 1982. Inga 2 n'est pas seulement un barrage, c'est l'infrastructure la plus structurante jamais construite sur le territoire congolais et l'un des projets hydroélectriques les plus coûteux de l'histoire du continent africain au moment de sa construction. Mis en service en 1982 sous le régime Mobutu, le barrage d'Inga 2 a été financé par un consortium de bailleurs internationaux incluant la Banque mondiale et plusieurs institutions européennes, pour un coût total qui, en valeur actualisée, se compte en milliards de dollars. Sa capacité installée,
plus de 1400 MW selon les données de la Société nationale d'électricité, en faisait à son inauguration l'une des centrales hydroélectriques les plus puissantes d'Afrique subsaharienne. Rang numéro 3. Centre financier de Kinshasa. Air Tshisekedi 2020-2023. 2 tours, un hôtel de luxe, un complexe de bureaux de standing international construit en plein cœur de Kinshasa par des entreprises turques dans le cadre d'un partenariat public-privé dont les détails contractuels n'ont pas été rendus publics dans leur intégralité. Le centre financier de Kinshasa est, selon les informations disponibles dans la presse économique spécialisée et les déclarations officielles du gouvernement congolais, l'un des projets de construction les plus onéreux de l'ère Tshisekedi, avec des estimations de coût total circulant entre plusieurs centaines de millions et plus de milliards de dollars selon les sources. Ce qui rend cette entrée analytiquement centrale dans ce classement, c'est le premier grand chantier présidentiel congolais explicitement conçu pour attirer des investisseurs privés étrangers, pas pour loger un pouvoir, pas pour célébrer une indépendance, pas pour produire de l'énergie, pour vendre une image de marque. Rang numéro 2. Complexe de Gdabolite, palais principal. Ère Mobutu, année 1980. Surnommé Versailles de la jungle, le palais de Gdabolite n'est pas un bâtiment, c'est un système. Un aéroport international privé capable d'accueillir le Concorde. Ce fait est documenté. Le Concorde d'Air France y a atterri à plusieurs reprises pour des visites officielles. Des palais multiples sur plusieurs hectares, des matériaux entièrement importés d'Europe, une infrastructure de sécurité, d'approvisionnement et de communication dimensionnée pour une capitale, construite au milieu de la forêt équatoriale congolaise à Gdabolite, village natal de Mobutu Sese Seko. Le coût total du complexe n'a jamais été l'objet d'un audit officiel publié. Des estimations académiques et journalistiques sérieuses, notamment celles relayées dans des études sur la kleptocratie africaine publiées par des institutions universitaires américaines et européennes, placent l'investissement cumulé entre plusieurs centaines de millions et plus d'1 milliard de dollars sur l'ensemble de la période de construction. Ce qui distingue Gdabolite de toutes les autres entrées de ce classement, c'est le seul bâtiment présidentiel congolais construit exclusivement pour usage privé, financé par des ressources publiques et aujourd'hui réduit à des ruines documentées par des journalistes et des chercheurs qui s'y sont rendus physiquement. Les ruines de Gdabolite sont la preuve matérielle la plus visible de ce que les économistes spécialisés en états patrimoniaux appellent la confusion entre budget de l'État et budget personnel des dirigeants.